Arrive l'automne. L'armée de Napoléon se dirige à marche forcée vers l'Autriche, où Russes et Autrichiens s'apprêtent à faire jonction. Les deux armées coalisées ont une supériorité numérique énorme, près de 2 pour 1. The Russians and the Austrians thought that they would lick him. Russes et Autrichiens sont sûrs de n'en faire qu'une bouchée. Dès qu'ils l'auront à leur portée au cœur de l'Europe, ils l'écraseront. C'est mal compté avec la rapidité d'exécution de Napoléon. Il va miser sur la distance qui sépare encore les deux armées et attaquer d'abord les Autrichiens. Il franchit le Danube pour prendre à revers l'armée du général Mack à Ulm. Coincé contre le fleuve, celui-ci décide de faire face et il est encerclé. Les Français font 27 000 prisonniers, une armée entière, la moitié des troupes dont dispose l'Autriche. L'empereur s'adresse aux généraux autrichiens vaincus. Messieurs, votre maître me fait une guerre injuste. Rien ne s'interpose plus entre Napoléon et Vienne. J'ai été, ma bonne Joséphine, plus fatigué qu'il ne le fallait. 8 jours, toute la journée, l'eau sur le corps et les pieds froids m'ont fait un peu mal. J'ai rempli mon dessein. J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches. Adieu, ma Joséphine. 1000 choses aimables partout. Napoléon. Napoléon a fait route à une vitesse prodigieuse. 200 000 hommes ont parcouru 850 km à pied en 40 jours. Et une bonne moitié de l'armée autrichienne est détruite. Le 14 novembre 1805, Napoléon entre dans Vienne que François II a fui à la hâte. L'empereur s'installe en maître au palais de Schönbrunn et fait parader ses troupes dans les rues de la ville. Il est la liberté triomphant de l'autocrate autrichien. Mais le charme est rompu. Ceux qui ont porté au nu le premier consul dénoncent aujourd'hui le tyran. L'empereur Napoléon n'est rien d'autre qu'un mortel ordinaire. Il piétine les droits de l'homme et il est devenu un despote. Ludwig van Beethoven. Beethoven se prend à regretter d'avoir dédié à Bonaparte sa 3e symphonie et il efface lui-même de la partition le nom du premier consul. Quelle apothéose pour Napoléon quand on lui a remis les clés de la capitale autrichienne. Mais ce triomphe était une victoire à la Pyrrhus. La France subissait au même moment une défaite aux conséquences incalculables. Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson a remporté à Trafalgar une bataille navale décisive contre la flotte franco-espagnole. Nelson mourra au combat. Mais si l'Angleterre a perdu le plus grand de ses marins, elle a établi ce jour-là une suprématie navale que la France ne sera plus jamais en mesure de lui contester. Pour l'heure, Napoléon a d'autres soucis. Malgré sa victoire récente à Ulm, sa position n'est pas des plus favorables. Isolé au cœur de l'Europe, il risque d'être victime de l'audace même dont il a fait preuve. L'hiver arrive, on est en novembre, il fait froid. La population tout autour est hostile. Les Russes seront bientôt là pour appuyer les Autrichiens. Et à 1600 km de Paris, les approvisionnements sont difficiles. Le continent européen est comme un énorme piège prêt à se refermer sur la grande armée. La Prusse est sur le point d'entrer en guerre à son tour, et le 22 novembre, les armées russes et autrichiennes ont enfin fait leur jonction. Ils sont désormais 90 000
contre 75 000 Français. Tout individu sensé aurait abandonné et essayé de trouver un arrangement. En fait, il n'y avait que deux possibilités, reculer ou avancer. Napoléon ne reculait jamais. Alors il s'est dit, allons-y pour encore une bataille. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Napoléon, qui a relu le récit des campagnes de Frédéric II, reconnaît le terrain, étudie les cartes et choisit très précisément l'emplacement où il va livrer bataille. Un terrain vallonné près du village d'Austerlitz, avec un plateau entouré de bois et d'une zone marécageuse. L'armée russe compte 70 000 hommes commandés par le tsar en personne. À 28 ans, Alexandre Ier possède toute la fougue de la jeunesse et il rêve de la gloire que lui procurerait une victoire sur l'invincible Napoléon, le dieu de la guerre en personne. Il y a un côté mystique chez lui et il a l'idée que le destin lui a donné une mission à remplir et d'organiser l'Europe et de vaincre la Révolution. Et ça lui donne une certaine force, mais ça lui donne aussi, ça risque de le pousser à l'imprudence. Napoléon sait que s'il parvient, malgré son infériorité numérique, à pousser le tsar à l'attaquer où et quand il le veut, il a une bonne chance de l'emporter. Napoléon sait que les ennemis savent qu'il est en situation difficile. Donc il va exploiter, c'est un peu comme le judo, il va exploiter cette faiblesse apparente pour la retourner contre l'ennemi. Il va faire croire à l'ennemi qu'il a peur. Le champ de bataille choisi par Napoléon est dominé par une hauteur qui s'élève en pente douce, le plateau de Pratzen. Si je voulais contenir l'ennemi, c'est là que je prendrais position. Mais ce ne serait qu'une bataille ordinaire. J'entends obtenir un succès définitif. Napoléon a son état-major. Sa manœuvre sera la suivante. Alors que son centre contrôle le plateau de Pratzen, il va délibérément sacrifier cette position pour inciter les Russes à attaquer là. Donc, en conservant simplement une mince ligne de défense sur son aile droite, il retire ses troupes du plateau et laisse l'adversaire s'en emparer. Les Russes se sont dit, c'est gagné. On tient les hauteurs au sud où les Français sont peu nombreux, on va les attaquer là et bousculer toute leur armée. Napoléon avait bien jaugé son adversaire. Devant son état-major, le tsar se prononce pour une attaque immédiate. Aux côtés du tsar, il y a Koutouzov, un vétéran qui combattait déjà dans l'armée russe sous le règne de Catherine II. Koutouzov a essayé de modérer les ardeurs du tsar. Il sentait le piège. Il n'a peut-être pas exactement compris, mais il a senti. C'était un vieux renard. Mais revenons à la veille de la bataille. Dans la soirée du 1er décembre, après avoir dîné de son plat préféré, pommes de terre frites et oignons, l'empereur passe ses troupes en revue. Il est particulièrement calme et de bonne humeur. Voilà la plus belle soirée de ma vie, dira-t-il avant de rentrer sous sa tente. Les acclamations des soldats ont fusé sur son passage. « Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur !» Et les hommes allument des torches qu'ils brandissent pour acclamer leur général. Le camp français tout entier est comme illuminé. Les généraux russes et autrichiens, qui voyaient ça de loin, furent convaincus que les Français mettaient le feu à leur bivouac avant de commencer leur retraite.